Chers amis, bonjour. Nous continuons donc notre histoire du diocèse de Nancy et nous sommes à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, dans cette période encore sombre. Le XVIe siècle, qui par un côté a une phase très lumineuse que nous avons vue, de renaissance, dans les arts, dans la culture, de renouveau religieux, est aussi une période extrêmement sombre où l'Europe se casse complètement sur des questions religieuses, et en particulier avec le jaillissement de la réforme en Allemagne, qui prend tout de suite des dimensions politiques. Et on a vu comment partout, parce que les choses sont comme ça à l'époque, religion et politique sont profondément liés. Alors ils sont liés parce que le roi ou le duc ou les personnalités politiques ont chacune un rôle dans la religion, et la religion joue un rôle dans la vie politique, sans que les jeux soient forcément tout à fait bien articulés dans la liberté, mais aussi parce que la brisure qui est infligée à l'Europe par cette question remet complètement la conception politique et l'idéal de la chrétienté, remet complètement tout cela en question. Et c'est dans ce contexte que, dans notre région, et surtout dans le centre de l'Europe, il y a eu une vague de sorcellerie et une folie de répression de ce qui est vraiment incompréhensible à nos yeux aujourd'hui. En Lorraine, l'acteur principal de cette chasse aux sorcières, c'est Nicolas Rémy. Né à Charmes, fils du prévôt de Charmes, il étudie à Paris, à Toulouse, devient professeur de littérature et de jurisprudence, lieutenant général du bailliage des Vosges en 1570, à la place de d'un de ses oncles maternels. En 1573, à Plombières, dans ses fonctions, il manifeste des capacités judiciaires, un sens politique très affiné, ce qui lui vaut d'être nommé secrétaire ordinaire, échevin de Nancy en 1576, anobli par lettre du duc Charles III le 9 août 1583, membre du conseil privé le 1er août 1589 et procureur général le 24 août 1591. Voilà une carrière, on peut dire. De 1591 à 1606, il est chargé au nom du duc de Lorraine de réprimer ce que les historiens appellent l'épidémie de sorcellerie, qui a entre autres gagné notre pays, et il va envoyer au bûcher bon nombre de ces malheureux et de ces malheureuses. En 1592, il rédigera, non sans fierté, un traité sur les démons, les sorciers et sorcières, intitulé « Démonolatrie ». La pointe de la chasse aux sorcières connaît son apogée dans les années 1560-1580 et ensuite 1520-1530 en Europe, jusqu'à sa remise en cause complète par l'Église catholique, puis par la réflexion philosophique du temps. Dans le contexte culturel de l'époque, dans la conception, dans le regard sur la nature, on pense que la nature est peuplée de forces supérieures. Un humain peut, par divers procédés, invocations ou rituels, les mettre temporairement à son service pour faire le bien ou pour faire le mal. Il suffit parfois qu'une personne tombe malade, qu'une grange brûle ou qu'une vache meure sans cause apparente, pour que la communauté villageoise cherche un coupable qui sera celui que son comportement ou sa marginalité a rendu suspect. On le violente, on le soumet à une ordalie, c'est-à-dire une épreuve du feu, ou on le tue sommairement. Dans d'autres cas, on va s'en prendre à la communauté juive et un certain nombre de pogroms seront pour les mêmes motifs. Pourquoi une telle épidémie s'est-elle déclarée en Allemagne, en France, en Lorraine à la fin du XVIe siècle ? Épidémie qui n'a pratiquement pas touché les États catholiques d'Espagne et d'Italie. L'Église, généralement, a estimé qu'il s'agissait d'une superstition païenne, car dans sa doctrine, aucun être humain n'a le pouvoir de commander aux démons. Pour l'Europe, on pense que la répression a fait, entre 1580 et 1630, entre 40 000 et 100 000 victimes. Ce qui représente en moyenne quelques individus par an dans un pays comme la France, avec des flambées temporaires en Lorraine ou dans le Bordelais vers 1600.
Les tribunaux des régions catholiques, mais surtout des régions protestantes, envoient des inquisiteurs, mais aussi des délateurs, qui se faisaient rémunérer au nombre d'inculpés. Les prisons sont remplies, le nombre d'accusés dépasse le ridicule. On voit par exemple un cas en Allemagne où on accuse 12 000 participants à un sabbat. 12 000. On a des exemples de délations terribles. 2 enfants de 10 et 12 ans accusèrent leur mère pour avoir du pain. Voilà. On voit vraiment là un épisode assez terrible de gens qui étaient plus pris dans la panique et les angoisses que dans les sorcelleries du démon. Avec le XVIIe siècle, nous entrons dans l'apogée du règne de Charles III. Charles III qui va permettre, au début de son règne, un véritable essor économique et artistique à notre province, va engager aussi notre province dans l'histoire de France, puisque après 1580, la Lorraine est engagée par la Ligue dans l'histoire de la succession d'Henri III. Mais à partir de 1620, donc on a là un point terminal, si je puis dire, et la crise monétaire, la Lorraine va entrer dans la turbulence et une période très sombre, qui est le XVIIe siècle. Donc cette période du règne de Charles III, fin du XVIe siècle et premier tiers du XVIIe, est une période puissante, belle, rayonnante de la Lorraine. L'âge d'or de la Lorraine. Après 1620, la guerre de 30 ans, qui va durer 60 ans chez nous, va ravager le pays. La France va occuper les duchés dans la visée précise de les annexer. Les armées et le gouvernement français vont se comporter d'une manière ignoble. Les ducs Charles IV et Charles V seront éloignés de leur peuple. Il faudra attendre 1697, la fin du XVIIe, pour que le traité de Ryswick, traité européen, rende à la Lorraine la liberté, oblige la France à l'évacuer et permette au duc Léopold de rentrer dans ses États et une certaine prospérité de revenir. Voilà, j'allais dire, l'histoire dans son développement 16e, 17e et début du 18e. Revenons à Charles III et présentons-le. Charles III, dès l'âge de 9 ans, fut éduqué en France à la cour des Valois sous les conseils de son oncle, Nicolas de Lorraine, qui était son tuteur, comte de Vaudémont, futur duc de Mercœur, francophile. En 1559, Charles III épousa à Paris, à Notre-Dame de Paris, Claude de France, la fille d'Henri II. Il devenait ainsi le beau-frère des rois de France et le cousin des Guises. Il débute la même année son règne personnel, et un règne personnel qui va durer 63 ans. Le jeune couple ducal, ils ont 28 ans à eux deux, suivi de nouveaux souverains français, François II et Marie Stuart, de la toute récente reine Élisabeth d'Espagne, qui sont du même âge que les souverains lorrains, vous voyez toute cette jeunesse, et de la cour de France, entre dans Nancy en octobre 1559. Mais Charles III, élevé à la française, pour affirmer son pouvoir, refuse de prêter le traditionnel serment de respecter les droits et les privilèges des 3 ordres et en particulier des États généraux. 3 ans plus tard, en 1562, le duc fut contraint de le faire quand il demanda aux États de Lorraine une aide financière que ces États soumirent à sa prestation de serment. Seule tentative connue chez les ducs d'un pouvoir sans partage avec les États. Charles III réside souvent à Bar-le-Duc, la cour de Nancy étant toujours itinérante, et la ville du Barrois voit défiler bien des têtes prestigieuses. Si Nancy est la capitale, les lieux de fête sont ailleurs. D'abord à Bar-le-Duc. Dès 1564, Charles réside souvent dans le nouveau château qu'il fait construire.
La ville haute se transforme, les nobles et les bourgeois font construire de nouveaux hôtels particuliers dont on peut encore admirer la façade restaurée aujourd'hui, une quarantaine environ, place Saint-Pierre, rue des Ducs de Bar, rue Chavet, place de la Halle, sur la hauteur de Bar-le-Duc. C'est l'époque aussi où le chanoine de la collégiale Saint-Max, Gilles de Trèves, fait édifier un collège à Bar destiné à l'instruction de toute la cité de Bar. Nous pouvons voir ce bâtiment restauré aujourd'hui, absolument splendide. Une inscription latine sur la façade dit que cette maison reste debout jusqu'à ce que la fourmi ait bu les flots de la mer et que la tortue ait fait le tour du globe. Le collège faisait l'admiration de Montaigne, qui était de passage à Bar, après que les humanistes Ronsard et Amyot aient aussi loué ce magnifique collège. Donc, Bar, un lieu de fête, un lieu prestigieux, de visite prestigieuse, voilà. La cité de Bar va vivre pleinement le XVIe siècle et pleinement le début du XVIIe. Autre lieu de fête, à Saurupt, près de Nancy. Le château de Saurupt, dont le nom signifie Saurupt, ruisseau des Saules, est un château ancien, antérieur à la première date des archives qui nous en parlent, c'est-à-dire 1312. Ce château appartenait à Alix de Champé, la maîtresse du duc Raoul, le duc Raoul qui règne de 1318 à 1346. Tué à la bataille de Crécy, Raoul est le fondateur de la collégiale Saint-Georges, en Belleville, de l'hôpital Saint-Julien et de la foire de mai, qui maintenant a lieu à Nancy en avril. En 1532, un nouveau château est bâti à Saurupt par le duc Antoine. Il comprenait, à côté du château lui-même, une ferme, une volière, une briqueterie et une vaste garenne. Garenne, c'est-à-dire un bois où on chassait le lapin, dont l'avenue de la Garenne garde la mémoire à Nancy. L'histoire du diocèse de Nancy avec Père Jacques Bombardier sur RCF. Charles III embellit le château, puis Henri II, à la fois intérieurement, par des peintures, des fresques, extérieurement, agrandissement des jardins. Durant tout le XVIIe, c'est l'une des grandes propriétés des ducs, et de très très nombreuses fêtes eurent lieu dans ce château, où Louis XIII, de passage à Nancy, logea. En 1671, pendant l'occupation française, le château fut en partie détruit par ordre des Français. Il devint alors un domaine agricole, une ferme, une maison de campagne, qui passa à des particuliers. Tout fut détruit à la Révolution. Il ne resta que le parc de Saurupt, qui existe encore, dans lequel ont été construits les villas de l'école de Nancy. Il faut dire que la grande œuvre de Charles III fut la décision de construire la ville neuve, à côté de la ville ancienne de Nancy, qu'on va appeler non pas la vieille ville, mais la ville vieille. Il y a à Nancy une ville neuve et une ville vieille. Une création de toutes pièces, ce qui faisait quadrupler la surface de Nancy. Le duc s'est adressé à un ingénieur civil italien, Girolamo Zittoni. La mode est à l'Italie, nous le savons. Ce dernier propose une ville nouvelle au sud de la ville vieille et il y trace des rues larges, droites, selon un plan savant hippodamien, en vogue à l'époque, c'est-à-dire un plan où les rues se croisent à angle droit d'une manière parfaitement géométrique. Ce plan fera l'admiration par sa nouveauté, par sa rationalité, les rues bien se croisant, et aussi par son aération, car on sortait d'une ville vieille où les rues sont très étroites et où on est les uns sur les autres à des rues bien plus larges qui permettent une aération de la ville. Il y a une seule rue qui reste ancienne, c'est la rue du Pont-Moujas et la rue Saint-Nicolas, qui est l'ancienne route issue de la Grande Rue et qui continue le tracé sinueux et ancien de cette rue. Elle est dans le prolongement de la Grande Rue, qui est maintenant coupée évidemment par les constructions de Stanislas, mais la Grande Rue aboutit rue des Dominicains, la rue des Dominicains, rue du Pont-Moujas, rue Saint-Nicolas, rue de la Salle, et part vers Saint-Nicolas-de-Port. En revanche, toutes les autres rues sont à angle droit. Au centre est créée une vaste place, une esplanade, c'est la place Charles III aujourd'hui,
sur laquelle se trouvera l'hôtel de ville et la nouvelle église pour la paroisse de cette nouvelle ville, l'église Saint-Sébastien. Des fortifications bastionnées protègent cette ville neuve qui ne communique pas avec la ville vieille. On a laissé la ville vieille en état et on a construit la ville neuve à côté. Ce qui fait que Stanislas trouvera entre la ville neuve pleinement construite et la ville vieille un no man's land qu'il occupera par la place Stanislas et par les constructions qu'il va lui-même proposer. Ce qui fait que entre la place de la Carrière et la ville vieille, il y a la place pour les constructions de Stanislas. Les entrées de cette ville nouvelle, avec ses bastions, s'effectuent au sud, à l'ouest et à l'est, et sont assurées par des portes défensives que Nancy a gardées, Saint-Nicolas, Saint-Georges et Saint-Jean. Nancy, ville neuve, va se couvrir de couvents. 17 maisons en 30 ans. On va appeler cette ville la ville aux moines. Nous étions dans la ville neuve de Nancy et j'ai terminé en disant qu'elle allait se couvrir de couvents, de fondations nouvelles, très intéressantes pour nous, pour l'histoire de notre diocèse. Car il faut maintenant, après s'être intéressé aux réformes protestantes et à leurs répercussions politiques et sur l'Église, il nous faut maintenant voir la réforme côté catholique, qui va produire ses effets dans notre diocèse et dans notre province. La réforme catholique, elle a commencé en Italie, c'est une réforme vraiment italienne, le laboratoire italien, comme disent les Italiens, c'est là que les principales réformes catholiques ont été inventées, mises en place, vérifiées et sanctionnées par le Concile. Car le Concile de Trente ne crée pas des choses, il sanctionne des choses qui existent et qu'il dit « ça c'est bon, il faut faire ça partout ». Mais on a d'abord, dans un laboratoire, fait les essais, et ce laboratoire, c'est l'Italie. Et c'est donc au XVe siècle, j'insiste bien sur la date, donc bien avant Luther, l'élan et le mouvement de la réforme a déjà commencé, particulièrement en Italie et en Espagne. Et tout commence par la fondation d'ordres nouveaux, d'ordres religieux nouveaux, consacrés à des œuvres nouvelles. J'en cite quelques-unes de ces fondations très intéressantes. D'abord, les Ursulines de Sainte-Angèle-Mérici. Elle est née en 1474 et elle est morte en 1540, pour l'éducation des filles. On retrouvera ça avec Bienheureux Alix Leclerc et Saint-Frère Fourier en Lorraine dans quelques décennies. Les Théatins, qui ont été fondés par Saint Gaëtan de Thiene, qui est né en 1480 et mort en 1547, pour la réforme des clercs et de la pastorale, mais on peut aussi citer les Barnabites de Saint-Antoine-Marie-Zacharie, 1502-1539, les Somasques de Saint-Jérôme Émilien, 1486-1537, et surtout les Jésuites de Saint-Ignace de Loyola, 1491-1556, jésuites fondés à Rome en 1540, ou les Philippins de Saint-Philippe Néri, 1515-1595, fondés en 1565 à Rome. Vous voyez, c'est toute une génération. Ils ont pratiquement les mêmes dates. Le dernier tiers du XVe siècle et le premier tiers du XVIe. Mais dans d'autres pays aussi, en particulier en Espagne, comme je le disais, certains vont non pas créer là, des ordres nouveaux, mais réformer des ordres. On parlera de Sainte Thérèse d'Avila, 1515-1582, de Saint Jean de la Croix, 1542-1591. On voit c'est la génération juste après. Mais Saint François de Paul, qui lui est vraiment de la génération que j'évoquais en Italie, 1416-1507, qui réforme les franciscains, Sainte Catherine de Gênes, ou le clergé comme Saint Jean d'Avila, 1499-1569, qui réforme le clergé de son propre diocèse, ou Saint Charles Borromée en Italie, 1538-1584. Le Concile de Trente a été précédé de beaucoup de sainteté, de beaucoup de réformes, d'accueil d'un esprit nouveau qui recueille le meilleur de la Renaissance en lui donnant un souffle chrétien nouveau. Le Concile de Trente se met à la tâche en 1545
et se conclut le 4 décembre 1563, après 3 sessions d'un travail intensif. Ça n'a pas été simple, car quand le concile a été convoqué pour la première fois, personne n'est venu. C'est tout de même pour nous aujourd'hui qui voyons continuellement les relations entre le Saint-Siège et les évêques, ça paraît impensable que, convoquant un concile, eh bien, aucun évêque ne se présente. Il faut dire que la situation à la moitié du XVIe en Europe est particulièrement difficile. D'ailleurs, le concile de Trente restera toujours un concile de petite taille. Une cinquantaine de pères conciliaires, habituellement, aidés de théologiens, principalement jésuites. La Lorraine est représentée au concile par un grand évêque, une très belle personnalité, qui n'est pas évêque de Toul, mais de Verdun, Nicolas Psaume, très bon théologien et pasteur exceptionnel. Le concile, d'un côté, répond aux questions protestantes et présente d'une manière concise, précise et claire la foi commune de toute l'Église depuis les origines concernant le péché, le salut et l'Eucharistie. Il y a donc une partie du concile qui est réponse aux questions posées par les protestants. Dans des documents courts, c'est une grande différence avec le Concile Vatican II, dont les enseignements sont longs. Les textes sont courts, les réponses sont bien présentées. Et puis d'un autre côté, le Concile entreprend une grande réforme disciplinaire qui met de l'ordre dans l'Église, exige la résidence des évêques dans leur diocèse et des curés dans leur paroisse, fonde les séminaires pour une formation sérieuse et sûre du clergé. Du concile sort pour toute l'Église par les soins du pape Saint Pie V un catéchisme nouveau, un nouveau missel pour la célébration de la messe et un nouveau bréviaire pour la prière des prêtres. Après les passions et les drames de la Réforme, le concile de Trente est un concile un peu froid, clair, paisible, ferme. Partisan d'une orthodoxie solide, il se montre soupçonneux et opposé à bien des aspects de l'émotion religieuse populaire. Il fait appliquer fermement, peut-être parfois trop, comme en Limousin ou dans le Trégor, ce qui conduisit à l'abandon de la foi de l'Église par ces régions. Il fut beaucoup enseigné au point de réduire un peu la plénitude de la foi à l'enseignement du Concile. En un certain sens, on ose dire, Trente va trop réussir. Dans la mouvance française, son enseignement s'ajouta à la fin du XVIIIe siècle à l'opposition royale et officielle à un catholicisme mystique. C'est l'affaire de Madame Guyon et du piétisme dont nous reparlerons. Ainsi, on ne présenta plus qu'un catholicisme de rectitude de formules de foi, de pénitence et d'œuvre.